Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir dans votre club de 28 minutes, un club très sélect et fort bien fréquenté. La preuve ce soir encore, puisqu'une ribambelle d'économistes, journalistes, essayistes et dessinateurs vont nous éclairer de leurs lumières incandescentes. Au menu ce soir, le niveau de vie moyen des Français qui décroche par rapport à celui de leurs voisins. Il n'y a pas de chute brutale en 3-4 ans. Il y a un lent déclassement qui se confirme quinquennat après quinquennat. Parce que au fond, il y a des choix collectifs qui, me semble-t-il, correspondent à des tendances profondes françaises depuis une cinquantaine d'années qui aboutissent à ça. Et pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant en France est inférieur à la moyenne européenne. Alors pourquoi ce déclassement? Sommes-nous moins compétitifs que nos voisins? On en débattra. Puis, avec notre invité de la semaine, nous nous interrogerons sur la façon de sauver ce qui disparaît, une histoire, une famille, une espèce. Dans son dernier livre, la romancière Adèle Rosenfeld raconte l'extinction des vaches de mer, ces mythiques animaux marins disparus au XVIIIe siècle. Et en fin d'émission, nous retrouverons le toujours surprenant David Castel-Lopez. Salut David. Salut Renaud. Vous nous parlez de quoi ce soir? Des jouets et des nazis. Les jouets et les nazis. Surprenant en effet. À tout à l'heure David, voilà donc le programme du club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, bienvenue Natacha. Et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Renaud. Quelle doublette, quel couple. Bienvenue à vous Frédéric, bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir. Thomas Porcher, ravi de vous accueillir. Thomas, bienvenue. Économiste, membre des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business. Et vous venez de faire paraître aux éditions Plomb, avec votre acolyte de France Inter, Dominique Seux, les débats de l'écho. C'est ce débat qui vous oppose chaque vendredi à Dominique Seux. Vous confirmez cette information? Je confirme, bon. Tout est juste. Bon. Bienvenue à vous Thomas, à vos côtés Blanche Leridon. Bonsoir Blanche, directrice des études France de l'Institut Montaigne. Et vous venez de publier un rapport intitulé « Démocratie, les nouveaux chemins du civisme » qui est disponible sur le site de l'Institut Montaigne. Exact. Ah, le civisme, Jean Quatremer, ça vous dit quelque chose? Bienvenue Jean. Bien. Ravi de vous accueillir. Comme toujours, vous êtes toujours journaliste? Toujours journaliste. Et spécialiste des questions européennes? Incroyable. C'est pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est cela. Et c'est notre ami Eric Truand, pupitre. Salut Eric. Bonsoir. Bienvenue, dessinateur de presse bien sûr, membre de Cartooning for Press, et vous contribuez quotidiennement aux médias en ligne, sans doute. Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est une enseignante qui a été poignardée par un élève de 14 ans dans un collège du Var cette semaine. Émotion unanime, évidemment, après cette violente agression dans un collège de Sanary-sur-Mer. La professeure était toujours dans un état critique cet après-midi. Le collégien de 14 ans qui a porté les coups de couteau, lui, a été placé en détention provisoire. Il aurait agi par vengeance après plusieurs réprimandes de cette enseignante. En septembre dernier, dans le Bas-Rhin, une autre enseignante avait déjà été blessée à coups de couteau. Et puis en juin dernier, une surveillante avait été tuée en Haute-Marne. Alors si l'émotion est unanime, les solutions à apporter à ce type de faits le sont moins. Faut-il par exemple équiper les établissements de portiques détecteurs de métaux? Les syndicats d'enseignants ne sont pas vraiment convaincus. On nous sort toujours une réponse qui relève plus de la communication politique ou de l'effet d'annonce qu'autre chose. Les portiques, quand on est personnel dans un collège ou dans un lycée, on sait très bien que ça ne correspond pas à la réalité de notre établissement. Comment est-ce qu'on fait pour que les élèves ne viennent pas avec un couteau à l'école? Il est là l'enjeu, et l'enjeu il est donc de prévention, d'éducation. C'est pas en transformant les établissements scolaires en véritables bunkers qu'on résoudra cette question-là. Alors, cette question-là, Blanche Leridon, quelles sont selon vous les priorités à explorer d'abord face à cette violence? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir que oui, la réponse sécuritaire, elle est essentielle, mais en réalité, elle est déjà l'aveu d'un échec, c'est-à-dire l'aveu de l'impuissance à prévenir ces violences-là. Et avant même ça, il faut se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ces élèves-là ne viennent pas armés, que ce soit avec des couteaux ou avec d'autres outils dans leur sac. Il y a évidemment une question de prévention, une question de santé mentale qui se pose, nous, à l'Institut Montaigne, avec l'Institut Théram et la Mutualité française. On avait fait une très grosse enquête l'année dernière qui montrait que vous avez presque un quart des jeunes aujourd'hui qui souffrent de troubles de l'attention, de troubles psychiques, qui ont des troubles de signes de dépression. Et donc là, on voit aujourd'hui qu'on a dans les établissements scolaires des lacunes énormes en termes d'accompagnement de professionnels qui sont là pour les accompagner. Donc la réponse sécuritaire, oui, mais avant, il faut s'en prendre à la racine du mal, parce que la sécurité, finalement, c'est un pansement
et il faut s'attaquer aux causes dans un monde qui est de plus en plus violent, où notre jeunesse est exposée à cette violence-là, notamment via les réseaux sociaux. Pour moi, c'est bien ça la priorité. Avec d'ailleurs précisément des pénuries. Les médecins scolaires ne sont que 900, Thomas Porcher, pour 12 millions d'élèves dans le primaire et dans le secondaire. On tient là aussi une partie de la réponse. Eh ben, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'un portique, vous savez, quand on veut déterminer à faire du mal, avec un stylo à plume, on peut faire du mal, un compas, une fourchette. Donc, c'est pas les portiques. Même pas si au cours de l'année passée, excusez-moi, il y a quand même plus de 600 couteaux qui ont été saisis dans les établissements Oui, scolaires. Il y a eu plein de contrôles il y a- qui ont abouti justement à saisir des couteaux. Il y a un problème de société, avec ce qu'a dit Blanche, elle a entièrement raison. Après, je dirais qu'il y a une perte d'autorité du professeur, dû à un dénigrement qui a eu lieu aussi dans la société sur les professeurs, le fait qu'on les paye moins, le fait qu'on dit qu'il faut dégraisser le mammouth à un moment, le fait qu'on les caporalise, c'est-à-dire qu'on fait des réformes sans tenir compte de ce qu'eux pensent et du terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que derrière un professeur, il n'y a plus une institution qui va être forte. Et donc, vous pouvez commencer par des insultes et puis après aller plus loin. Et on a vu les derniers drames. Samuel Paty, le drame de cette enseignante qui a été poignardée. Donc, il y a aussi... Samuel Paty, il y avait une dimension idéologique qui était, oui, mais quand même. Qui n'était pas liée au respect de l'autorité. C'était un attentat islamiste. Mais bon, ça reste un professeur. Et il y avait des problèmes aussi avec la hiérarchie, peut-être qui n'avait pas remonté suffisamment. Enfin bon, il y a aussi ce problème-là. Et il y a aussi effectivement le problème de moyens. Vous avez parfois dans certaines filières, par exemple les filières professionnelles, dans des quartiers pauvres où il y a un cumul vraiment de pauvreté, de chômage, il peut y avoir un besoin de moyens supplémentaires. Et souvent, les dernières années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré des moyens dans ces endroits-là. Jean Quatremer, si on doit chercher un responsable, c'est qui, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, par exemple, puisqu'il y a aussi ce projet d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. D'abord, chaque génération, on tente de trouver des responsables. Vous savez, c'est le niveau baisse. Moi, depuis ma naissance, j'ai entendu ça, le niveau baisse, le niveau baisse. Mais il y a peut-être une responsabilité sur laquelle on ne veut pas s'interroger, qui est ce qui s'est passé au moment du confinement. Là, toutes les études qui ont été faites horizontalement par l'UNICEF, par l'OMS, sur la santé mentale des jeunes, ça a été terrifiant. Les résultats sont terrifiants, c'est-à-dire troubles de l'anxiété, des troubles liés à l'angoisse. Et d'ailleurs, le gamin de 14 ans qui a poignardé cette professeure dit qu'il souffrait d'anxiété, d'angoisse, etc. Et donc, il y a eu une désocialisation des enfants à cette époque-là. Il y a des ruptures de routine. Confinés, effectivement, chez nos voisins aussi, c'est pareil. Oui, absolument, c'est pareil, puisque c'est des études qui ont été faites par l'OMS. Donc, ils ne sont pas intéressés à la France, ils sont intéressés partout. Et on voit bien tous ceux qui ont des enfants qui ont vécu le confinement au moment de leur adolescence, on voit bien qu'ils ont tous développé des problèmes que nous n'avons pas rencontrés. Et là, il y a un moment aussi où le gouvernement devra se poser la question de sa responsabilité dans ce qui s'est passé, parce qu'on n'a jamais tiré les leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que c'était la bonne réponse? Est-ce qu'on ne s'est pas planté? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié notre jeunesse pour sauver les vieux? Et j'en parle bien parce que je suis vieux moi-même. Et la santé mentale qui avait été érigée en grande cause nationale, on peine quand même à en voir des résultats très concrets. Et là, je trouve que symboliquement, c'est très fort. La semaine dernière, on a appris que le délégué interministériel à la santé mentale, Franck Bellivier, démissionnait de son poste. Et a priori, on ne sait même pas qui le remplacera. Donc là aussi, on est dans le symbole. Et pardon, dernier élément, très lié aussi à l'instabilité politique. On a eu, je crois, 7 ministres de l'Éducation nationale ces 6 dernières années. Évidemment, ça n'aide pas à affirmer, implanter des politiques dans la durée. Puis il y a cette question des addictions. Vous évoquiez les réseaux sociaux, notamment, qui sont l'une des addictions potentiellement pointées du doigt. Il y en a... La guerre cognitive. Emmanuel Macron avait dit une guerre cognitive. Absolument. Il y en a une autre. Il y a une autre d'addiction sur laquelle Éric Truand voudrait nous alerter. Oui, eh bien malheureusement, toutes les addictions ne sont pas seulement mauvaises pour la santé, mais mauvaises pour l'entourage. Ouais. Merci Éric. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose une magistrate et une prévenue condamnée en première instance et qui risque gros en appel. Absolument, Renaud. À ma gauche, une magistrate, Marie-Suzanne Lequéot, 66 ans, procureure générale près la Cour d'appel de Paris. À ma droite, une politique, Marine Le Pen, 57 ans, députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, triple candidate à la présidentielle et elle espère, bien sûr, faire une 4e tentative l'an prochain, en 2027. En sera-t-elle empêchée par une condamnation judiciaire? Marine Le Pen et 10 autres prévenus, vous le savez, affrontent en ce moment leur procès en appel pour détournement de fonds du Parlement européen. Cette semaine, les réquisitions des avocats généraux ont de nouveau pointé la responsabilité de Marine Le Pen dans ce dossier. 4 ans de prison ont été requis, dont 3 fermes contre elle, et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans
sans exécution immédiate cette fois-ci, on y reviendra. Alors on n'est pas au bout du chemin judiciaire, ce ne sont que des réquisitions, les juges pourront les suivre ou pas, décision à l'été, mais d'ores et déjà, les proches de Marine Le Pen font monter la pression et dénoncent une forme de tyrannie des juges. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on aurait l'impression que des juges peuvent décider du casting de l'élection présidentielle. Et ça, c'est troublant. Ce serait la première fois, d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, ça doit nous interroger. Ça doit interroger notre système démocratique. Voilà, autrement dit, les juges bafoueraient le libre choix des électeurs en empêchant éventuellement celle qui est donnée en tête des sondages, pour l'instant Marine Le Pen, de pouvoir concourir. Alors le symbole de la justice, vous le savez, c'est la déesse Thémis qui porte une balance et un bandeau qui lui masque les yeux. Elle pourrait aussi d'ailleurs porter un bâillon tant la justice a des réticences à s'exprimer dans les médias, on ne l'entend jamais. Or, cette fois-ci, et c'est exceptionnel, la procureure générale près la Cour d'appel de Paris a pris la parole. Marie-Suzanne Lequéot est la supérieure hiérarchique des avocats généraux qui ont fait les réquisitions lors du procès de Marine Le Pen. Elle a tenu à contrer le discours victimaire de Marine Le Pen et des autres prévenus. Ce n'est pas nous qui avons placé les prévenus dans cette situation, c'est eux qui a justifié effectivement qu'on en arrive à un procès qui d'ailleurs aurait peut-être pu avoir lieu il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, s'il n'y avait pas eu pendant l'instruction 45 recours d'engagés. Voilà, 45 recours qui ont évidemment allongé le temps de la justice. Alors Marine Le Pen connaîtra son sort d'ici cet été. Si elle est à nouveau condamnée, elle peut former un nouveau recours et saisir la Cour de cassation. Mais elle a déjà annoncé qu'en cas de condamnation, cette fois-ci, elle passerait la main à Jordan Bardella pour la présidentielle. Thomas Porcher, on entend depuis des années des politiques qui dénoncent le gouvernement des juges. Je mets évidemment des guillemets. Ce qui est plus nouveau, c'est que la justice réponde, se justifie dans les médias. C'est une bonne chose selon vous ou ça risque de galvauder la parole judiciaire? Moi, je dirais que oui, c'est un peu compliqué. Oui, là. Non, mais moi, je dirais en fait que on n'a pas besoin. C'est pour ça qu'on de vous l'a pas posé. justifier. C'est à vous, Thomas. On n'a pas besoin de se justifier dans les médias. Je pense qu'il y a des règles, il y a du droit. C'est pas parce qu'on est en première place dans les sondages ou qu'on veut se présenter à la présidentielle qu'on n'a pas de règles à respecter. Donc voilà, il faut les appliquer. Après, il y a le bruit médiatique d'un côté et puis il y a les règles de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'organiser. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'après, là, pour faire le parallèle avec le Covid, puisqu'il a ouvert, tu as ouvert le débat là-dessus, c'est qu'après, on est plein de débats là-dessus avec des magistrats, des avocats, et que ça se retrouve un peu avec les médecins qui parlaient de tout et de rien dans les débats. Sauf que s'ils parlent aussi, les magistrats, parfois, maintenant, Thomas, c'est qu'ils sont menacés aussi. Parfois, on l'a vu, après la décision en première instance. Une magistrate a été mise. Tout à fait, mais c'est pas parce qu'on parle dans les médias qu'ils vont être moins menacés, bien au contraire. Et puis là, il y avait quand même eu un infléchissement. Là, on a entendu Sébastien Chenu, mais quand même, depuis le début du procès en appel, tout le personnel du RN avait quand même largement modifié sa rhétorique en la matière. Il y avait un procès qui était beaucoup moins politique. Il faisait profil bas. C'était pas du tout la même rhétorique. Et d'ailleurs, la rhétorique de Marine Le Pen, elle était presque ésotérique au tout début de son appel, puisqu'elle disait « Maintenant, je crois au miracle ». Elle a eu cette phrase-là. Elle dit « Je suis croyante, ce n'est désormais qu'un miracle qui peut me sauver de cette situation-là ». Donc, on était beaucoup moins dans cette attaque systématique des juges, parce qu'elle avait bien compris que l'inéligibilité, et notamment l'exécution provisoire, était largement due à cette position qui d'ailleurs a été dénoncée dans les réquisitoires, puisqu'on a accusé l'accusation d'avoir été dans une stratégie de délégitimation totale des contre-pouvoirs et notamment de la justice. Et l'avenir politique de Marine Le Pen, Jean Quatremer, est-ce qu'elle a encore un avenir politique? Non, je pense qu'elle n'a plus d'avenir politique, c'est à nouveau condamnée. Mais moi, ce qui me trouble quand même, et là, de ce point de vue-là, la question, effectivement, de l'engagement politique des juges se pose. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon et les filles qui ont la même affaire aux fesses depuis 2018 pour 500 000 € de détournement avec des assistants parlementaires européens. Au Parlement européen, vous le dites. Au Parlement européen, n'ont toujours pas été jugés et l'instruction est dans du formol. Déjà, c'est pas du tout les mêmes sommes. Le Rassemblement national, c'est beaucoup plus, c'est plus de 3 millions. Oui, c'est 500 000 €. Pourquoi ça n'a pas. Alors que le MoDem a été jugé, le RN n'a été jugé, pas LFI. C'est ça qui me trouble. Un dessin d'Éric Truand. Oui, alors j'ai fait mon petit micro-trottoir et on a trouvé un Français qui nous dit une délinquante financière inéligible qui a détourné 3 millions de fonds publics. On n'a jamais essayé. Merci Eric, c'est l'heure maintenant de la une internationale. En couverture cette semaine du Spiegel, l'hebdomadaire allemand, le club Epstein, comment une élite mondiale s'est rassemblée autour du délinquant sexuel. 3,5 millions de documents déclassifiés, des vidéos, des mails, des photos, le tout mis à disposition du monde entier. L'affaire Epstein
du nom donc de cet homme d'affaires américain mort en détention dans l'attente de son procès pour trafic de mineurs prend une nouvelle dimension avec des répercussions internationales massives. Ce grand déballage de documents interroge aussi, parce que comment faire le tri entre ce qui relève de la vraie complicité criminelle et puis du simple contact ponctuel, Blanche Leridon, comment concilier en fait le droit à l'information, mais aussi le devoir de prudence par rapport à ces documents? Absolument. Là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une espèce d'immense confusion avec ces documents pléthoriques qui ont été révélés, et on va un peu vite, où parfois on a l'impression que mention voudrait complicité ou culpabilité. Or, c'est pas le cas. Donc, il faut le prendre avec énormément de prudence, et on a un peu l'impression que celui qui en bénéficie, c'est un Donald Trump dont la présence est totalement diluée, voire noyée dans un océan d'autres noms dont on sait difficilement faire le lien direct avec Epstein. Donc je crois que tout ça doit être manié. Là, on est vraiment dans une transparence un peu forcée. C'est le Congrès qui a voté une loi pour déclassifier tous ces documents-là. Mais là, je crois que ça crée énormément de confusion, plus que ça ne vient clarifier, alors même que c'était l'objectif initial. Il y a des contacts, des relations de différentes natures. Ça peut créer de la confusion, certes, mais ça révèle quand même un agenda de Jeffrey Epstein particulièrement fourni et effectivement des contacts réguliers avec beaucoup de grands de ce monde. Oui, mais en fait, ça révèle une chose, c'est que les très très puissants de ce monde sont un petit club, en fait. Et tout le monde se connaît finalement. C'est vrai, la grande bourgeoisie, en fait, elle est très serrée, et ça se voit. Et après, effectivement, moi je pense que derrière... Il faudrait sélectionner peut-être un peu plus leurs relations. En l'occurrence, on parle de quelqu'un qui était un pédocriminel et dans l'attente de... Alors, pour le coup, il faut démêler chaque chose, mais je sais pas, moi, si on vous invite à une soirée, qu'on vous dit Bill Clinton vient et que vous venez de recevoir, je sais pas moi, la Palme d'Or ou je ne sais quoi, peut-être que vous pouvez y aller et que vous n'êtes pas forcément coupable. Là, on parle vraiment de tout, mais après, effectivement, il y avait quand même des articles du New York Times qui montraient les liens entre Epstein et Trump, et c'est vrai que là, ce déballement dilue un petit peu les liens que pouvait avoir Epstein avec Trump, et je pense que ça sert quand même Trump. Oui, on peut voir ça aussi, Jean Quatremer, sous les dictatures, on n'a accès à aucun document par définition, et là, on est presque noyé sous la profusion de documents, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs plus clair pour le grand public. C'est une évidence. Je veux dire, moi, comme journaliste, j'ai mené des enquêtes. Et si j'avais déballé tous les documents que j'avais, personne ne se serait retrouvé. Parce qu'il y a des documents qui sont pertinents, d'autres qui ne sont pas pertinents. Et donc, il faut recouper, hiérarchiser, etc. Et encore, vous n'aviez pas 3 millions. Voilà, je n'avais pas 3 millions. Mais déjà, ne serait-ce qu'une trentaine de documents, c'est pas simple pour raconter une histoire. Parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Beaucoup de gens mentent, racontent n'importe quoi. Il y a des messages. Vous lisez un message qui, a priori, est neutre, mais vous le lisez au regard de ce que vous avez appris par ailleurs, et d'un seul coup, le message change de sens. Vous écrivez à Epstein, vous ne saviez pas forcément les activités qu'il avait par ailleurs dans le privé, vous lui envoyez un message pour une autre chose, et on dit « Ah, il a eu un contact ». Il avait été condamné en 2008. Voilà, mais par exemple, je ne sais pas, il y a des je parle avant 2008. Ah oui, d'accord. Je parle avant 2008. Mais cela dit, vous êtes condamné, vous accomplissez votre peine, vous pouvez quand même aller voir Epstein. Je veux dire, la prison, normalement, une fois que vous avez fait votre peine, ben, ça purge le péché. Sinon, dans ce cas-là, la personne qui a été punie par la loi devient totalement infréquentable. Ça me gêne aussi. Il y a un côté, tout ça devient un côté très moralisateur. Il y a un effet d'entraînement aussi. Quand quelqu'un y va, vous dites, ah bah si lui il y va, pourquoi moi j'irai pas, en tout cas, ce dossier de l'Écho jusqu'en France et touche y compris des personnalités éminentes, dont un ancien ministre. Absolument. Un ancien ministre, Jack Lang, qui se défend. L'argent n'a-t-il pas d'odeur ? Jack Lang, je n'ai plus d'odorat depuis 2010. Merci Eric. Frédéric, on va passer à une autre actualité de la semaine. C'est le niveau de vie moyen des Français qui décroche par rapport à celui de nos voisins. Oui, et vous connaissez peut-être l'adage, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Eh bien cet adage ne fonctionne plus pour l'économie française. Le niveau de vie moyen des Français est passé en dessous de la moyenne des pays européens. Les chercheurs ont pris en compte le PIB par habitant. On le voit ici, il nous est largement supérieur en Irlande, en Allemagne, dans les pays nordiques, et l'écart est en train encore d'augmenter. Les pays qui avaient le même niveau de vie que nous ont dépassés ou nous ont distancés, typiquement l'Allemagne. Un Français et un Allemand, Allemagne de l'Ouest, en 1975 avaient le même niveau de vie, aujourd'hui à 12% d'écart. Et puis les pays qui étaient derrière nous ont rattrapés ou sont en train de nous rattraper. Dont l'Italie, l'Espagne ou la Slovénie. Thomas Porcher, ça vous inquiète ou bien est-ce qu'il faut relativiser cette notion de PIB par habitant qui ne serait pas forcément un bon indicateur ? Il faut relativiser le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est quoi ? Vous avez le PIB en haut, la création de richesse, en dénominateur, vous avez la population totale. Et quand on regarde les séries longues, il y a des pays où la population a diminué.
Par exemple, l'Italie, en 15 ans, a perdu 1 million d'habitants, c'est-à-dire que son PIB par habitant a augmenté, mais pour des mauvaises raisons. Oui. La Pologne, qui a été citée, alors est dans un processus de rattrapage, parce qu'elle est entrée dans l'Union européenne, mais en plus, elle a perdu 2 millions d'habitants. Donc son PIB par habitant a augmenté pour des mauvaises raisons. Or, nous, ces 15 dernières années, nous avons pris 4 millions d'habitants, parce que nous avions une démographie qui était importante. Donc il faut faire très attention avec ces comparaisons. En réalité, pour voir si on se déclasse, il faut se comparer à nous-mêmes. Quel était le PIB par habitant en 2010 ou en 2000 ? Quel est-il aujourd'hui ? Il a augmenté. La courbe montre que ça a augmenté. Donc, c'est pas aussi grave que ça. Et puis, attention, vous avez cité l'Irlande. Faites attention quand même. L'Irlande a un PIB qui est complètement détraqué par l'optimisation fiscale. Il y a eu des années... L'implantation expliquée par l'implantation. Vous avez... En fait, ils exportent des bilans comptables, ils importent des bilans comptables. Les Irlandais n'en voient pas trop la couleur. Et vous avez des années où le taux de croissance irlandais est à 25%. Ce qui est complètement hallucinant, vous voyez. Et donc, qui ne représente en réalité rien. Donc, faisons attention aux comparaisons internationales quand même. Floridon, on vous voilà rassuré, la France va bien et parfaitement compétitive par rapport à... D'autres indicateurs qui peuvent aussi nous inquiéter. Je pense aux 117% de notre dette sur notre PIB, au fait qu'on n'ait pas voté de budget à l'équilibre depuis 1974, au fait qu'on a quand même des marges de manœuvre extrêmement contraintes et limitées. Mais je ne veux pas céder au discours du déclin non plus. Je pense que tout ça n'est ni irréversible ni inéluctable. Il y a encore des atouts, mais c'est vrai que la campagne de 2027, elle devra aussi se faire sur de l'effort et qu'il ne faudra pas simplement promettre des lendemains qui chantent, mais qu'il y aura aussi un effort, et notamment budgétaire, à faire. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre des économies du tableau que vous venez de montrer ont réussi à rattraper la France ? C'est parce qu'il y a eu des réformes, notamment après la crise économique de 2008. Je pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie aussi, qui ont été engagés, qui leur ont permis de remonter la pente. Qui ont aussi tous repoussé l'âge de la retraite, d'ailleurs. Exactement. Et ces réformes-là, nous, on ne les a pas faites à ce moment précis. Est-ce qu'on réussira à les faire en 2027 ? Tout dépendra bien sûr de la campagne et de l'élection. L'Italie a une dette plus élevée que nous. Ouf. Disons-le. Voilà. Natacha. Jean Quatremer, avec un budget en France qui prévoit 5% de déficit, est-ce qu'on a des chances de remonter dans ce classement ? Non, mais il y a des choix collectifs qui ont été faits en France. Le choix collectif, c'est toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de prélèvements. Donc, évidemment, ça ne favorise pas la prise de risque. On refuse de faire des choix. Par exemple, il faut réarmer. C'est aussi simple que ça. Nous devons réarmer massivement. Mais en même temps, les Français en ont vaguement conscience, mais ils veulent maintenir la retraite à 62 ans ou 63 ans, alors que partout ailleurs, c'est en train de monter vers les 70 ans. C'est juste pas possible, parce que le plus gros poste de nos dépenses aujourd'hui, c'est les retraités. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que c'est les vieux qui pèsent sur la croissance, et les vieux qui pèsent sur la jeunesse. Il y a un moment, il va falloir se poser des vraies questions, mais on ne peut pas se les poser. Alors, quand on voit, j'insiste sur la défense, parce que c'est très intéressant, lorsqu'on dit on se déclasse, regardez la créativité, ne serait-ce que dans le domaine de la défense, parce que d'un seul coup, on regarde ce qui se passe avec des petites entreprises qui créent des choses extraordinaires. En France, évidemment. Nous ne sommes pas déclassés. Nous avons un savoir-faire, une technologie, de l'intelligence, etc. Et des gens formés, bien plus qu'aux États-Unis. Les États-Unis, ils apportent des cerveaux. Nous, on en exporte. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter avec ce discours-là. Il faut faire des choix sociaux, ça c'est vrai, et il va falloir un jour taper dans les retraites, mais et augmenter l'âge de la retraite, pas diminuer les retraites, mais augmenter l'âge de la retraite vers les 70 ans, et pour le reste, eh bien, en tous les cas, il n'y a pas de désespoir à avoir pour la France. Vous en êtes la preuve qu'on exporte des cerveaux, jusqu'à Bruxelles. Frédéric. Thomas Porcher, d'un mot, il y a la question de la productivité qui a longtemps été un atout français. On était plus productif par heure travaillée que bien des pays. Ça a tendance à se tasser en France plus qu'ailleurs. Est-ce que ça doit nous inquiéter ? Oui, ça doit nous inquiéter, mais pourquoi ça se tasse ? Il faut comprendre pourquoi ça se tasse pour des raisons valables, c'est-à-dire que la population vieillit, donc elle est moins productive, et là, on peut rien faire. Et ça se tasse aussi pour des choix politiques. Par exemple, ça se tasse parce qu'on a créé beaucoup d'emplois précaires et qui n'a pas créé autant de production. C'est l'ubérisation de l'économie. Ça se tasse aussi parce que nous n'arrivons pas à innover autant qu'avant, mais il y a eu aussi des baisses de dotation sur la recherche. C'est des choix économiques, et ça se tasse aussi parce qu'il y a eu un manque d'investissement dans les infrastructures. Donc c'est multifactoriel, et il faut regarder facteur par facteur. Mais il y a eu des choix politiques dont M. Fouché a fait partie, puisqu'il était directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, Madame Pénicaud, qui ont affaibli la productivité française. À propos de compétition, c'est ce soir la cérémonie d'ouverture officielle donc, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, n'est-ce pas Eric ? Absolument, et donc j'ai fait une petite analogie économique, sportivo-économique, avec
Les principaux pays européens. En chaussons. En chaussons, c'est plus compliqué. En effet, merci. Je reconnais Thomas Éric. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, vous nous présentez l'événement sportif du week-end à venir, outre l'ouverture des Jeux Olympiques. Événement sportif qui est celui-là aux États-Unis au cœur d'une polémique politique. Oui, c'est le Super Bowl, la finale de Ligue de football américain. L'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis qui va se dérouler ce dimanche en Californie à Santa Clara. Alors la polémique porte sur le choix de l'artiste principal qui va se produire en concert dans le stade à la mi-temps. C'est Bad Bunny, le chanteur portoricain et comme le titre The New Yorker, le musicien pop le plus important de notre époque. Mais alors ce qui fait réagir, c'est son opposition frontale à Trump. Lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards dimanche dernier, c'est un peu nos victoires de la musique, l'artiste a remporté 3 trophées et il a lancé ce slogan « Ice out, dehors, la police de l'immigration ». Alors l'an dernier déjà, Bad Bunny avait publié un titre, Nueva York, dans lequel une voix qui imite celle du président demandait pardon aux immigrants. Alors on a aussi avec ce Super Bowl une ambiance particulièrement politique qui va être très chargée parce qu'il y a aussi donc Green Day, ce groupe qui est aussi très ouvertement anti-Trump qui va s'occuper du concert d'ouverture. Alors côté MAGA, côté Trump, ça grince. Certains proposent une programmation alternative. Par exemple, levez la main si vous pensez que Nicki Minaj devrait assurer le spectacle de la mi-temps du match de la NFL et non Bad Bunny, un Nicki Minaj qui depuis peu est la première fan de Donald Trump. Et quant à lui, il a déclaré dans la presse « Je suis contre eux, je pense que c'est un choix terrible, tout ce que cela fait, c'est semer la haine. » J'en conclus donc que le président Trump ne va pas assister au spectacle. Non. Trump a déclaré que le grand match était trop loin. En privé, ses conseillers l'ont averti que s'il y allait risquer d'être hué, comme le souligne ce journal. Alors Donald Trump va donc bouder le Super Bowl, mais il va se rendre ce même dimanche à la soirée alternative et conservatrice, le All American Halftime Show, programmé au même moment que le concert de Bad Bunny et organisé par Turning Point USA, l'organisation fondée par Charlie Kirk, avec en tête d'affiche un certain Kid Rock. Alors Kid Rock, c'est une star de la country, mais alors c'est très loin du statut de la star portoricaine, comme le souligne ce poste, parce qu'en effet, Bad Bunny, c'est 6 Grammy Awards contre 0 pour Kid Rock. Alors la soirée va réunir d'autres personnalités de la sphère MAGA, donc à grand renfort d'IA, les internautes se sont amusés à imaginer l'entrée en scène d'Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk. L'événement va célébrer, je cite, la foi, la famille et la liberté américaine. Sauf que problème, les internautes ont ressorti des tiroirs cette chanson de Kid Rock de 2011 avec des paroles sur l'amour des mineurs. Je le cite, « Jeunes filles, jeunes femmes, je les aime bien, mineurs. » Vous voyez, certains disent que c'est illégal. Moi, je dis que c'est obligatoire. Voilà de quoi faire un bad buzz. Bref, Blanche le Rideau, tout ça, ça illustre une nouvelle fois que la polarisation politique américaine, ça se joue non seulement sur le terrain du divertissement, le terrain du sport, c'est encore une illustration de cette polarité-là ? Bien sûr, la polarisation, elle n'est pas uniquement politique, elle est aussi culturelle, et là, c'est flagrant. Mais quand même, moi, je vois une évolution ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché au tout début du second mandat de Donald Trump aux artistes d'être un peu trop timorés. Ils étaient quand même peu nombreux à prendre la parole contre Donald Trump. Et là, et en particulier, depuis ce qui s'est passé à Minneapolis avec ICE, on voit que les langues se délient et qu'il y a un petit peu plus de courage au sein de cette classe culturelle américaine, ce qui va lui être reproché. Mais au moins, on peut, entre guillemets, se réjouir de cette évolution-là. En tout cas, on le sait depuis l'année dernière, depuis un fameux concert de Coldplay, quand on se rend au spectacle, et c'est valable pour le Super Bowl, il faut être prudent, n'est-ce pas, Éric Truand ? Absolument. Qui voit-on dans la kiss cam du All American Halftime Show ? Il y a Epstein et Donald Trump. Aïe, aïe, aïe. Merci. Éric, mes amis, vous avez choisi chacun une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Jean Quatremer. Il s'agit de bombardements russes qui continuent en Ukraine, à Kiev. Kiev plongé dans le noir d'ailleurs par ces bombardements alors que la guerre approche de son 4e anniversaire. Oui, c'est un peu la guerre éternelle dont tout le monde se fiche, on va dire les choses comme ça. Il n'y a jamais eu autant de bombardements d'infrastructures civiles, visant uniquement des civils, c'est ce que je veux dire, depuis un an. C'est-à-dire que tous les efforts de Trump
montre qu'en réalité, il tente de favoriser la Russie. Et moi, ce qui me sidère, c'est l'apathie de cette gauche droite-lomiste qui est là depuis pendant 2 ans à manifester pour Gaza et qui est étrangement silencieuse sur l'Iran, mais aussi sur l'Ukraine. L'Ukraine, ce sont nos voisins. Si jamais l'Ukraine tombe, la guerre risque d'arriver chez nous. Ça devrait concerner tout un chacun. Et en l'occurrence, tout le monde s'en fiche. Et donc, c'est vraiment le silence des pantoufles. Merci Jean Quatremer. On va enchaîner avec votre photo, Blanche Le Ridon. Il s'agit du rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, qui est l'ancienne Fondation Abbé Pierre. Rapport qui a donc été publié cette semaine. Oui, rapport sur le mal-logement qui montre que la situation est de plus en plus problématique. Vous avez de plus en plus de femmes et d'enfants à la rue. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui est mis en lumière par le rapport. C'est ces 600 000 personnes qui sont hébergées chez des tiers de manière contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les capacités d'être autonomes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette photo? Pour 2 choses. Déjà, parce qu'on a les élections municipales qui approchent et je pense que ça doit être un sujet absolument clé dans les campagnes. On parle énormément pour le moment d'insécurité, de sécurité, où finalement les prérogatives municipales sont assez limitées. Pourquoi est-ce que les candidats ne vont pas davantage sur ce terrain-là? Et même pour la perspective de 2027, moi, une leçon qui m'a frappée, je me souviens qu'au moment des dernières législatives, des avant-dernières législatives aux Pays-Bas, on avait mis en avant le rôle central de la crise du logement dans la montée de l'extrême droite et dans la victoire de Geert Wilders, parce que le logement, c'est votre dignité. Et quand vous avez le sentiment qu'on ne peut même plus avoir un toit sur la tête, on se réfugie parfois dans des solutions politiques simplistes comme celle du populisme. Donc c'est pour moi un des sujets impératifs dont il faut s'emparer, déjà pour les municipales et ensuite pour 2027. Merci Blanche. Et on va finir avec votre photo, Thomas Porcher. Une photo qui illustre donc le plan de licenciement massif qui a été annoncé au Washington Post, le grand quotidien américain, qui est désormais la propriété de Jeff Bezos. Tout à fait. Je pense qu'on aurait dû se réveiller plus tôt parce qu'on a cru à un moment que Internet pouvait remplacer une partie des journalistes. Et aujourd'hui, on est dans la post-vérité complète. Et on voit bien sur les réseaux sociaux, vous avez M. Musk qui vous dit que l'information se joue dessus. On voit qu'on est quand même dans un monde complètement parallèle. Alors, on peut avoir des débats en étant crédible, mais il ne faut pas sortir d'un cadre qui est complètement fou. Là, c'est 300 licenciements. Oui, 300 licenciements. Et on a la même musique aujourd'hui avec l'IA en nous disant qu'on pourra se passer des journalistes, mais aussi des professeurs. On peut apprendre sur YouTube, on peut apprendre avec l'IA. Et on se rend compte qu'en réalité, avoir une information fiable, c'est important et qu'un journal, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Et on continuera de vous inviter, rassurez-vous. On n'invitera pas d'IA au club de 28. Vous avez bien raison. J'espère. On continuera de garder des vrais économistes, journalistes, essayistes. Un dessin de Éric Truand. Oui, alors j'ai repris le slogan du Washington Post, la démocratie meurt dans l'obscurité. Et je l'ai illustré avec Jeff Bezos à droite, et vous reconnaîtrez Mélania à gauche, et Mélania à droite. Merci Éric Truand. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, la romancière Adèle Rosenfeld. Nous l'avions reçue dans 28 minutes pour son premier roman, Les Méduses n'ont pas d'oreilles, l'histoire d'une jeune femme proche de la surdité dans l'attente d'une opération qui la rattachera au monde des sons, un récit qui s'inspirait de votre propre histoire personnelle de malentendante. Et dans votre nouveau livre, Adèle Rosenfeld, vous vous interrogez sur la destruction et la mémoire aussi des espèces disparues. Vous ressuscitez un animal marin mythique, oublié, totalement oublié, les vaches de mer, l'extinction des vaches de mer, c'est chez Grasset. Alors c'est quoi ces vaches de mer? Comment les décrire? À quoi ça ressemblait, les vaches de mer? Les vaches de mer, c'est un animal absolument merveilleux, qui est gigantesque, qui fait 9 mètres de long, à peu près 10 tonnes, et qui a la particularité d'être très lent, très placide. En fait, c'est un animal qui broute au fond des eaux, et donc qui est végétarien. Et votre livre, votre roman commence par la découverte de ces vaches de mer. Comment, par qui, à quelle époque ont-elles été découvertes? Et ensuite, pourquoi ont-elles disparu? Les vaches de mer, elles ont été découvertes en 1741 par un zoologue et naturaliste qui s'appelle George Wilhelm Steller. Ils ont débarqué sur une île sur laquelle ils ont fait naufrage, l'île de Bering, qui est une toute petite île entre l'Alaska et la Russie. Et c'est là qu'ils vont découvrir ces énormes marins, cette dernière colonie des vaches de mer qui sont installées là et à qui va donner le nom de Rytine de Steller. La Rytine de Steller. Il donne son nom et elles vont disparaître rapidement. Exactement. Parce que c'est eux qui, de fait, les exterminent, les font disparaître. C'est-à-dire qu'à peine il a découvert cet animal,
et il a écrit sur cet animal, donc les 2 Bestis marinis, et à peine elles ont été découvertes, à peine elles ont été détruites. Donc en l'espace seulement de 27 ans, ce qui est un temps record d'extermination. Natacha. Alors vous, pourquoi vous vous êtes intéressé justement à cet animal-là? Vous dites que c'est un moment pendant une visite au Muséum national d'histoire naturelle, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai été complètement frappée en allant au Muséum d'histoire naturelle de Paris par le volume de ces côtes, cette arche absolument grandiose et ce petit visage qui ressemble un petit peu à un cheval ou à un homme. Et ce squelette m'a semblé très familier. Et il y a cette petite pancarte au Muséum d'histoire naturelle, c'est seulement quelques lignes qui racontent qu'en 27 ans seulement, donc cette espèce de destruction absolument phénoménale et en très peu de temps. Et ça m'avait choqué à la fois le squelette absolument magnifique et ce tout petit panneau avec seulement 3 lignes pour raconter sa disparition. Alors, il y a l'extermination, la disparition physique, mais il y a aussi le risque de la disparition des mémoires collectives. C'est ça que votre livre veut conjurer aussi? Oui, il y a dans ce livre l'idée qu'il y a des exterminations qui nous précèdent. Et cette Ritine de Steller qui a été exterminée en 27 ans, qui est le temps d'une génération, un peu plus d'une génération, m'a renvoyé à d'autres exterminations records, exceptionnelles, plus intimes, qu'on a toutes derrière nous, avec d'autres peuples qui ont été exterminés. Vous pensez à quoi, par exemple? Eh bien, là, par exemple, quand on pense aux exterminations, on pense surtout dans les romans d'aventure, on fait beaucoup allusion aussi aux peuples qui ont été exterminés. Par exemple, le Pécode dans Moby Dick, qui est le nom du bateau, c'est aussi le nom d'une tribu amérindienne qui a été exterminée très rapidement. Et les vaches de mer sont aussi rattachées aux Aléoutes, qui est une tribu qui a aussi été exterminée en même temps que la vache de mer. Et moi, j'ai voulu aussi convoquer une histoire familiale qui renvoie à la Shoah aussi. Qui apparaît à la fin, effectivement, de votre livre, le souvenir de votre grand-père, justement. Exactement. Mais le thème de la disparition, c'est quelque chose qui est très présent dans votre littérature. Votre premier livre, les méduses n'ont pas d'oreilles, ça parle aussi de la disparition. Là aussi, il est question d'extinction, de disparition. Vous avez identifié pourquoi c'est un thème si cher pour vous? Eh bien, je crois que la littérature est là pour un peu faire parler les voix des disparus. Et c'est aussi un peu le grand fantasme contemporain de faire revivre les voix disparues. Et donc, le texte, avec le précédent texte, c'était la question de ce qui disparaît en termes de son, les sens qui disparaissent. Et là, dans ce texte, il est plutôt question davantage de la mémoire, mais aussi des voix. Et effectivement, dans Les Méduses n'ont pas d'oreilles, c'est un texte qui porte sur la disparition de l'audition, qui est quelque chose que vous connaissez. En quoi est-ce que la disparition de l'audition joue sur votre écriture? Est-ce que ça modifie votre écriture, justement, et comment, dans quel sens? Alors, il y a quelque chose dans l'écriture qui est pour moi très sensoriel. Donc, ça a à voir forcément avec avec l'absence, et c'est convoquer cette absence-là pour essayer de retrouver une sorte d'intensité sensorielle par l'écriture. Donc en fait, c'est comme si, effectivement, cette problématique qui est la perte de l'ouïe me rattache davantage au vivant, et j'essaie de reconvoquer tous les sens, parce que je travaille avec tous les sens pour écrire, et dans cette écriture, il s'agit de les reconvoquer, un peu comme une écriture synesthésique qui viendrait remplacer ce que je n'entends pas. C'est vrai, on vous lit évidemment avec la vue, mais pas seulement. C'est vrai que la lecture de votre roman convoque effectivement d'autres sens. Les mots qui s'entrechoquent, justement, réveillent d'autres sens. Pour finir sur les vaches de mer, quand même cet animal mythique et, il faut bien le dire, oublié. Il y a le Muséum d'histoire naturelle que vous évoquiez, mais où est-ce qu'on peut, au-delà de votre livre, bien sûr, si on veut mieux connaître l'histoire des vaches de mer, où est-ce qu'on peut se documenter? D'ailleurs, est-ce que vous avez pu vous-même vous documenter ailleurs sur le sort de cette espèce? Il y a pas mal de livres qui sont sur la vache de mer. Précisément, Steller a écrit De Bestis Marinis et aussi un journal, son expédition avec Bering. C'est des livres qui sont disponibles, mais qu'en anglais.
Après, il y a une autre autrice qui a écrit un livre qui s'appelle À la recherche du vivant. Donc on peut aussi, si on veut lire en français, lire ce texte-là. Et continuer d'aller réveiller cette mémoire, effectivement, des vaches de mer. Merci Adèle Rosenfeld d'être passée par le plateau du Club de 28 minutes ce soir. Il faut lire donc L'extinction des vaches de mer. C'est chez Grasset. Tout de suite, un dessin d'Éric Truand. Oui, le siècle des Lumières, capable du meilleur comme du pire. Le siècle des Lumières, à la graisse de vaches de mer. Le 18e siècle, en effet. Merci Éric. Et c'est maintenant l'heure de retrouver notre ami David Castello-Lopez. En vrai, sur le plateau, le voici. Chaque semaine, David, bienvenue à vous. Vous venez nous parler d'un objet. Vous posez des questions que, il faut bien dire, pas grand monde ici, même Jean Quatremer d'ailleurs, n'aurait l'idée de se poser. Peut-être Jean Quatremer quand même. Vous y répondez à votre façon, qui est un tantinet absurde. Et votre chronique, je le rappelle, s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous qui êtes un grand enfant, vous allez nous causer jouets. Oui. Quand on est enfant et qu'on a la chance d'avoir une famille équilibrée, la vie, c'est super. Et l'une des choses les plus super dans cette vie super, c'est les jouets. Aucune joie adulte ne s'approche de la jubilation des enfants quand ils reçoivent un jouet dont ils rêvent. Par exemple, cette figurine de Skeletor en 1986, c'est moi sur la photo. Ah oui, d'accord. Alors, on avait le même coiffeur. J'ai beau avoir maintenant un âge où je pourrais être le grand-père du garçon sur la photo, eh bien, je suis toujours un petit peu exalté par les jouets. Et donc, pour nourrir cette exaltation, j'ai pris l'avion et je suis allé à Nuremberg, en Allemagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Nuremberg, c'est connu en premier lieu pour deux choses. Un, le peintre Albrecht Dürer, génie du XVIe siècle dont le visage est partout et qui a donné son nom à l'aéroport. Et deux, bien sûr, les nazis. Les nazis, ils adoraient Nuremberg au point qu'ils y faisaient souvent leur gros congrès nazi avec Hitler qui hurlait des choses. Et d'ailleurs, l'endroit où Hitler avait l'habitude de hurler est toujours là. C'est ce bâtiment caché sous des échafaudages. Hitler, il parlait ici et les gens qui aimaient bien Hitler, ils étaient debout là en train de l'écouter. Renaud, vous me disiez tout à l'heure en coulisses avec des étoiles dans les yeux, c'est vrai que les ruines du Troisième Reich sous la neige, ça a quelque chose de magique. C'est votre avis et je le respecte. Mais Nuremberg, et c'est là que je voulais en venir, c'est aussi Nuremberg la capitale du jouet. Depuis 75 ans, c'est à Nuremberg que se tient chaque année le célèbre Spielwarenmesse, le salon international du jouet, un salon prestigieux et surtout un salon gigantesque puisque ça fait 170 000 mètres carrés, c'est-à-dire 2,5 fois la surface du musée du Louvre, qui est le plus grand musée du monde. J'y ai passé 4 heures et j'en ai vu moins d'un quart. Mais ça m'a suffi à trouver ça très intéressant. Il y a en particulier quelque chose de très cocasse dans ce salon, c'est que les jouets, c'est fait pour être fun, comme le dit d'ailleurs ce panneau, « Fun is in the air » à Nuremberg, mais les professionnels qui sont là, eux, ils sont pas là pour le fun, ils sont là pour le travail. Et ça donne des situations touchantes, comme ce monsieur vissé sur son portable devant les ballons qui brillent, comme cette dame aussi qui chevauche son faux poney, pas loin d'une photo d'enfant avec des gencives démesurées qui trahissent qu'il a été fait par une intelligence artificielle. Mais il y a aussi des choses qui m'ont exalté à Nuremberg. J'y ai vu notamment ces nains rouges faire des signes équivoques, surtout vu l'endroit. J'ai vu ces morts vivants en plastique dont la raison d'être est de faire peur, mais que tout le monde ignore. J'ai vu cette mascotte gigantesque participer en silence à une conversation professionnelle et repartir ensuite tristement dans les allées du salon. J'ai vu des ustensiles de dinette produits par des grandes marques comme Dyson ou KitchenAid pour cueillir des nouveaux clients dès le berceau. J'ai vu cette voiture pour enfants qu'on va voir là, qui fait aussi aspirateur. L'enfant, il fait vroom vroom et sans le savoir, il nettoie votre piole. Travailler en s'amusant, on en a tous rêvé. Et puis, à Nuremberg, j'ai observé aussi les nouvelles tendances du jouet. 2026, c'est notamment le grand retour du tapis-touffe. Ce jouet des années 80 qui consiste à fabriquer ses propres tapis et que j'adorais quand j'étais enfant. Mais surtout, la grande tendance du jouet, c'est de
s'adresser à une catégorie de gens spécifique et relativement nouvelle. Ces gens, ce ne sont pas vraiment des enfants, ce ne sont pas vraiment des adultes, ce sont des enfultes, ou plutôt, selon le terme consacré, des quidultes. Et oui, il y a de moins en moins d'enfants dans nos sociétés, et pourtant on vend de plus en plus de jouets. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a plein d'adultes qui en achètent. Ils achètent des figurines Warhammer, des jeux de société compliqués, et surtout, ils achètent des nouvelles sortes de Lego, des Lego un peu austères, qui représentent par exemple des plantes, à l'image de ce bonsaï, Renaud, que je vous offre, un grand Kidulte extrêmement que vous touché. êtes. Voilà. Voilà. Merci mille fois. Je suis resté un grand enfant, vous le savez, David, et accessoirement un ami de la nature, donc je suis extrêmement touché. Merci à vous. Ça a l'air sympa vos week-ends. Hein. Oui, c'est bien. Vos escapades en week-end. Hein. M'emmenez pas la prochaine fois. Merci David. Un dessin d'Éric Truand. Oui, le problème des jouets qu'on prépare en février, c'est qu'ils risquent d'être démodés 10 mois plus tard. Donc là, on a Macron Man qui sera prêt pour Noël. Merci Eric, merci à tous les amis. On se retrouve quand ? Demain à la même heure, bien sûr, 20h05. Et où ? Sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invitée de la semaine, la romancière Adèle Rosenfeld, qui nous a raconté qu'hélas, les vaches de mer ont disparu. Heureusement, il nous reste La vache à 1000 francs de Jean Poiret. Tchuss. Oh là là. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot